Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire, le symposium international sur les relations entre l'océan et la santé humaine s'est clôturé aujourd'hui. Il aura permis de dresser un constat alarmant sur l'état de santé de nos océans, mais également présenter des solutions pour les protéger. Nous en parlerons avec le président du Centre scientifique de Monaco, Patrick Rampal. Puis nous partirons en mer sur le Sea Explorer Yacht Club de Monaco rejoindre Boris Herrmann. Toujours en lice dans le Vendée Globe, le skipper allemand a passé hier le cap de Bonne-Espérance. Nous reviendrons avec lui sur son aventure, mais aussi sur le sauvetage de Kevin Escoffier. Dans ce journal également, les tests antigéniques désormais disponibles dans les pharmacies de Monaco. Et nous aborderons la journée internationale des personnes handicapées. Mais avant cela, on retrouve Frédéric Elion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, nous avons appris aujourd'hui que les chiffres liés aux résultats financiers du premier semestre de la Société des Bains de Mer ne sont pas très bons. Écoutons à ce sujet Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la SBM. Malheureusement, comme vous pouvez imaginer, le premier semestre étant du 1er avril au 30 septembre 2020, ce premier semestre est catastrophique, puisque le premier trimestre, on était pratiquement fermé. Le deuxième trimestre, on a ouvert, mais c'était un été quand même à voilure réduite, ce qui fait que sur la période, notre chiffre d'affaires a baissé de 59%, et que le résultat qui était positif pour les 6 mois de 2019 à 70 millions positifs sont passés en déficit de 40 millions, c'est-à-dire que quand on compare les 6 mois de 19 avec les 6 mois de 20, on a un écart de moins 110 millions. On a perdu 110 millions de plus que l'année précédente. Nous avons emprunté de l'argent, à la fois pour... à l'époque, on avait emprunté de l'argent pour l'hôtel de Paris et le One Monte Carlo. Et depuis, nous avons dû effectivement emprunter de l'argent sur les marchés financiers, puisque c'est avec cet endettement que nous payons les salaires aujourd'hui. On a également emprunté de l'argent au niveau de BetClick, notre filiale de jeux en ligne, qui marche elle très très bien. Mais BetClick a emprunté l'argent et nous l'avons remonté au niveau SBM. Mercredi prochain, je suis à Paris pour négocier avec le chef de file du pool bancaire pour nous assurer qu'il nous maintient son soutien pour les mois à venir parce que nous en aurons grand besoin. Face à la situation et surtout pour préparer l'avenir, parce que c'est vrai que c'est compliqué maintenant, mais on essaye de se mettre dans la meilleure des positions possibles pour redémarrer dès que la situation sanitaire le permettra. Pour ce faire, il était indispensable de corriger certains déséquilibres au sein de la société. Nous avons donc effectivement soumis à la direction du travail un plan de restructuration. Ce plan est en cours de négociation. Les négociations se passent, de notre point de vue, bien. On tablait sur 161 départs contraints. Aujourd'hui, sur la base de ce que nous savons, mais malheureusement ce n'est pas ma date limite, la date limite c'est le 10 décembre, le personnel a jusqu'au 10 décembre pour accepter ou pas ce plan, mais nous avons déjà beaucoup d'acceptations et on espère pouvoir largement inverser les proportions. Et si vous me forcez à vous donner un chiffre, ce que je n'aurais pas aimé faire, mais enfin, je pense qu'on pourrait arriver à se limiter au niveau des départs contraints à une petite dizaine de départs contraints. Et quand je dis petite, c'est une toute petite parce que aujourd'hui, si on nous laisse continuer le dialogue tel qu'il se passe en ce moment, on table sur 20 à 30 départs contraints. Ça représente moins d'1% de la masse salariale totale de la SBM. Nous avons 4000 employés à la SBM. Donc à titre de comparaison, je vous signale que Accor, qui est dans le même business que nous, a fait un programme de licenciement de 10% de la masse du nombre d'employés. Et sachez que la direction de la SBM a fait ce jeudi une contre-proposition qui aurait été visiblement refusée par les syndicats. Autre information, la Croix-Rouge monégasque vient de dresser un bilan des aides apportées 2 mois après le passage de la tempête Alex. Le premier mois qui a suivi la catastrophe, l'action des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque s'est concentrée sur le soutien aux équipes de la Croix-Rouge française et sur la gestion du centre de collecte de la gare maritime à Monaco. Un centre qui a trié et conditionné en 13 jours 70 mètres cubes de denrées alimentaires, de vêtements, kits d'hygiène et équipements de protection contre la Covid-19. 20 mètres cubes ont été acheminés directement au centre de collecte de Menton pour les sinistrés de la Roya. 80 bénévoles et salariés, toutes sections confondues, ont été mobilisés pour apporter soutien et aide logistique aux populations sinistrées.
au travers de 45 missions en coopération constante avec les autorités locales et les structures intervenantes. Une mobilisation formidable représentant 2200 heures d'action. Depuis l'appel aux dons le 5 octobre dernier, 286 000 € ont pu être récoltés grâce à la générosité de particuliers, de sociétés et associations de Monaco. À l'initiative de son président, le prince Albert II, la Croix-Rouge monégasque a décidé de son côté de débloquer la somme de 100 000 € en plus des dons reçus. On termine par un nouveau site internet pour Monaco s'engage contre le gaspillage. Oui, la mairie de Monaco et l'association MC2D, Monaco Développement Durable, ont choisi la semaine européenne de la réduction des déchets pour lancer leur nouveau site internet www.contrelegaspillage.mc. Un site mis en ligne le 24 novembre dernier sur lequel vous pourrez retrouver plusieurs rubriques principales. Le gaspillage alimentaire avec différentes informations et conseils, les collectes MEG, une rubrique consacrée aux collectes organisées depuis décembre 2018 sur différentes thématiques, les articles qui mettent en avant les actions menées par Monaco s'engage contre le gaspillage et deux derniers onglets, les liens et contactez-nous. Merci Frédéric. Retour à présent sur ce symposium international organisé par le Centre scientifique de Monaco, la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Boston College. Son thème, la santé et le bien-être des populations en limitant la pollution des océans. Pour en parler, nous sommes avec le président du CSM. Bonsoir Patrick Rampal. Bonsoir. La question est large, tout comme le thème, mais quelles conclusions pouvez-vous tirer de ce symposium ? Eh bien, on peut tirer la conclusion que beaucoup de choses sont en danger, mais qu'il y a des solutions. Donc, sont en danger les océans, sont en danger les écosystèmes océaniques, sont en danger la santé humaine aussi, par conséquence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut proposer des solutions pour améliorer la pollution des océans qui à terme améliorera singulièrement les écosystèmes océaniques et qui permettra d'éviter des pathologies et des gros problèmes sur la planète. Alors avant de revenir sur ces solutions, vous nous l'aviez confié sur notre antenne, la santé de l'homme est étroitement liée à celle des océans. On a un monde qui est étroitement connecté, on s'intéresse beaucoup à la pollution atmosphérique, mais on oublie que la pollution atmosphérique elle migre et qu'avec la pluie, elle va se répartir dans les océans. Et qu'ensuite, dans ces océans, c'est les petits poissons qui vont consommer cette pollution, qui vont être consommés, eux, par les plus gros prédateurs. Et in fine, c'est l'homme qui consomme les gros prédateurs. Donc, la pollution, elle est partout, elle est générale, elle n'a pas de frontières. Et c'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui pour dire qu'il faut prendre une prise en charge globale des problèmes de pollution. C'est ce que contient la déclaration de Monaco, professeur Rampal ? Elle contient des règles de bon sens. Des règles de bon sens, si vous voulez. On sait qu'une grosse partie des pollutions par les métaux lourds des écosystèmes océaniques et aussi des hommes est provoquée par la combustion de combustibles fossiles et en particulier par la combustion du charbon. Et bien donc, première raison, c'est essayer de supprimer les combustibles fossiles pour passer sur des énergies plus propres. C'est aussi éviter un désastre écologiste que sont les perturbations, les pollutions par les plastiques. Ça a été extrêmement répandu dans la presse, dans les médias, de voir ces immenses surfaces d'îles de plastique qu'on retrouve au sein du Pacifique Nord, qui sont 2 fois comme la France et qui sont uniquement des déchets qui ont été projetés dans la mer. Et puis, ce qui est important, c'est d'essayer, et ça va être l'essentiel du message, c'est d'essayer d'avoir une politique globale, non plus pays par pays, mais vraiment largement régional. Et un des bons espaces pour essayer de gérer cette politique, c'est bien sûr celui du bassin méditerranéen. Cela commence donc par une prise de conscience aussi bien politique que citoyenne.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on est heureux que le souverain accepte de participer à cette réflexion et puisse être le vecteur dans les différentes groupes de pression sur lesquels il peut intervenir pour essayer de faire passer ce message. On l'a compris que la mission, c'était vraiment arrêter la pollution à la source, professeur Rampal. Absolument, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, merci à vous. Bonne soirée. Santé de nos océans, santé humaine, la santé, il en est grandement question ces derniers mois avec la pandémie de coronavirus. Vous le savez, dorénavant, les pharmaciens peuvent effectuer des tests antigéniques. Ils ont été formés au centre de dépistage de l'espace Léo Ferré à Fontvieille. Plus de détails avec Récinda Tomel. Rappel de technique, simulation, utilisation d'une plaquette et sa lecture, une formation nécessaire pour les pharmaciens désireux de connaître les bons gestes pour effectuer en toute sérénité un test antigénique. La procédure que j'applique, c'est de faire quelques rappels anatomiques, puisqu'effectivement, ça n'est plus forcément dans leur cœur métier d'avoir une notion du carrefour aérodigestif, de l'importance d'être bien localisé dans son prélèvement. D'autant plus que la base du test antigénique repose sur la réalisation d'une PCR, donc d'un prélèvement rhinopharyngé. Déjà à la pharmacie, on a la possibilité de faire des TROD et avec cette formation en plus, on a la possibilité de faire des tests antigéniques, donc très rapides et efficaces. On va faire les tests dans un local spécial. Donc on sera tous équipés et on va prendre rendez-vous pour faire les deux tests, les TROD et l'antigénique. Contrairement aux prélèvements PCR qui partent au laboratoire une fois effectués, les pharmaciens vont devoir préparer les tubes d'extraction et leurs solutions en respectant un temps imparti. Je ne suis pas là pour leur donner la recette, mais pour leur expliquer quels sont les points auxquels il va falloir qu'ils réfléchissent sur comment je m'installe en fonction de l'ergonomie, en fonction des locaux dont je dispose, comment je gère mon temps, etc. Donc ça, c'est important pour moi de mettre en exergue ces points de réflexion, de leur réexpliquer aussi effectivement l'importance pour eux de se protéger. Ils sont là pour faire des tests de dépistage, mais non pas pour prendre le risque de se contaminer. Donc comment je m'habille pour me protéger et comment aussi, on insiste dessus, comment je me déshabille là où sont les périodes de risque de contamination importantes. Les pharmaciens sont aussi largement sensibilisés à la gestion des déchets et à l'importance du risque de contamination. Une formation donc essentielle pour effectuer ces tests en pharmacie en toute sécurité. Les tests antigéniques représentent donc de nombreux avantages pour les personnes testées, mais aussi un gain de temps non négligeable. Il faut prendre d'ordonnance, justement un rendez-vous et les rendez-vous ils sont assez rapides et puis bon après on a le résultat dans 15 minutes qui suivent, donc voilà. L'avantage de se faire tester en pharmacie, c'est que comme toujours la pharmacie, on peut pousser la porte, il y a quelqu'un qui peut vous accueillir à tout moment. Le test antigénique, ça permet d'être testé immédiatement et avoir un résultat dans les 20 minutes. C'est pour toutes les personnes qui ont un symptôme ou qui ils veulent partir en vacances, trouver la famille et donc avoir un résultat positif pour être sûr de ne pas contaminer les autres personnes. Vous pouvez donc effectuer un test antigénique avec ou sans ordonnance chez votre pharmacien. 8 pharmaciens en principauté le proposent. Il faudra débourser une trentaine d'euros pour l'effectuer, un montant intégralement remboursé par les prestations médicales de l'État. Ce 3 décembre correspond à la Journée internationale des personnes handicapées. Comme chaque année, la principauté s'y associe. L'opportunité pour nous de rappeler les différents dispositifs de prise en charge et d'accompagnement mis en place par le gouvernement princier. C'est aussi l'occasion de sensibiliser la population. Une équipe de Monaco Info est allée à la rencontre de Karine Frigola. Elle est en situation de handicap. C'est un reportage de Vanessa Dessy et d'Alexandra Marangoni. Née prématurément avec une souffrance neurologique, Karine Frigola vit aujourd'hui avec d'importants troubles psychomoteurs. Malgré son handicap et un parcours de vie compliqué, elle surmonte les épreuves. Dans les années 80, après l'obtention de son baccalauréat, la jeune femme suit une formation d'adjoint d'administration hospitalier en région parisienne. Et c'est en Auvergne qu'elle trouve son premier emploi dans une association clermontoise. J'ai eu l'opportunité d'entrer en fait à la direction départementale de l'emploi et de la formation
professionnelle de l'Allier. Par la suite, j'ai rencontré mon mari au sein d'un centre de rééducation sur Cannes. Et par la suite, donc c'est pour cela que la vie m'a amenée sur Monaco, puisque mon mari est natif de Monaco. Depuis bientôt 13 ans, Karine Frigola évolue à l'AMAPEI en tant que secrétaire au foyer de la Turbie. En principauté, l'intégration des personnes souffrant d'un handicap est facilitée. J'ai un poste de travail qui a été aussi donc aménagé. Qui me permet justement de pouvoir évoluer très librement dans tous les espaces. Au niveau des actions qui sont menées en principauté pour les personnes en situation de handicap, je ne peux que vous en dire un grand bien, puisque j'ai été tout de suite très bien pris en charge, tant sur le plan du logement également, toujours avec l'aide de la division et de l'inclusion sociale. Donc très rapidement, je me suis trouvée dans des conditions d'évolution en principauté qui étaient vraiment sensationnelles. Par ces différentes actions, le gouvernement princier confirme chaque jour son engagement en matière de santé publique. Il a passé le cap de Bonne-Espérance hier. Boris Herman est avec nous ce soir pour nous faire partager cette aventure qu'il vit à 100% et aborder également le sauvetage de Kevin Escoffier. En plein Vendée Globe, il nous invite à bord du Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Bonsoir Boris Herman. Bonjour. Vous avez participé à l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier. J'imagine que cela a été un soulagement quand vous avez appris qu'il était sain et sauf. Oui, c'était un énorme soulagement. On était vraiment desperate. On était là, regarder partout dans l'océan, et on a eu vraiment peur pour lui. J'ai parlé avec lui sur la VHF. Il était sur le bateau de Jean Le Cam, et j'étais très proche, et avec la radio, j'ai pu le parler directement, et j'ai entendu que sa voix était très bonne. Il était excité, il n'était pas abîmé physiquement à ce moment-là, et ça, c'était une très bonne nouvelle. Comment on arrive à se mettre mentalement dans la course après un tel événement? J'ai partagé l'expérience et les émotions avec quelques proches par téléphone, où j'ai fait des messages vocaux, et j'ai senti que ça s'évacue fur et à mesure. Et le jour après, oui, c'était un peu dur, j'ai pleuré un peu, et j'ai réalisé, on avait réalisé que c'était vraiment dangereux et pas loin de la catastrophe pour lui. On est heureux, hein, on est heureux qu'il est là. La compétition reprend ses droits, vous êtes plutôt bien placé, mais des conditions météo difficiles vous attendent. Oui, c'est vrai, les conditions sont difficiles, et en plus, il me manque une voile actuellement. Je ne peux pas utiliser ma voile d'avant principale, le J2, parce qu'il y a un petit problème que je dois résoudre quand il n'y a pas de vent. Mais les prévisions, il y a du vent d'ici jusqu'en Australie pratiquement. Donc, j'ai soit une voile un peu trop grande ou trop petite. Donc, la voile intermédiaire, elle me manque, et ça me pénalise un peu, mais j'espère de pouvoir quand même garder ma place dans le peloton. Est-ce que le passage dans les mers du Sud va être le passage le plus compliqué de votre aventure, ou d'autres zones vont être plus dures à affronter? Je pense que l'Indien est souvent l'océan le plus difficile. Le Pacifique, il porte dans son nom déjà d'être pacifique. De ma mémoire, j'ai jamais vu des prévisions comme là, où j'ai 10 jours de tempête. C'est fou, quoi. Donc ça va être une période devant moi très dure. Et certainement on trouvera des moments un peu plus cléments au sud de l'Australie, à l'approche de l'Australie, et peut-être dans le Pacifique. Bien sûr, une dépression forte peut se former dans chaque région, et on ne sait jamais, on n'a pas la vision qu'est-ce que va se passer dans le Pacifique, au Cap Horn, à proximité du Cap Horn, mais bon, je pense que statistiquement, là, on aura déjà fait un bon boulot. Après ces 10 jours, si les dieux de mer sont juste avec nous, ils vont nous laisser un peu plus calmes en Pacifique. Vous connaissez la position de vos adversaires? Comment vous dessinez votre route? Donc je joue plutôt mon jeu à moi. Je regarde, mais ça ne m'influence pas énormément peut-être.
parce que déjà il me manque mon J2, ça change un peu ma route. Et voilà, on dessine la route en fonction de nos capacités et nos prévisions de météo qu'on a ici à bord. Et est-ce que les conditions météo actuelles vous permettent de poursuivre vos missions, vos relevés scientifiques, Boris? Oui, la machine marche sans défaut pour l'instant. Notre Ocean Pack, le laboratoire automatisé, et j'ai envoyé une fois les données à terre pour contrôle, et il n'y avait pas de problème avec les données, donc ça a été vérifié. Et là, je vais, dès que ça se calme, ça me laisse l'opportunité de m'approcher dans la zone, dans le bateau, sans trop de danger. Je vais envoyer le prochain paquet de données. Ça, c'est plus pour vraiment juste un contrôle technique. Les vraies données finales, ils sont bien stockés dans la machine et on va les recruter à l'arrivée. Mais pour l'instant, la machine n'a pas de signe de problème, ce qui est très bien, et j'espère qu'elle tiendra jusqu'au bout. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, Boris Herman. Salut à Monaco. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la 34e édition du Téléthon. Nous y reviendrons d'ailleurs demain avec la présidente de l'Association française contre les myopathies, Laurence Thiénot-Herman. Quelles seront les actions en principauté, Frédéric ? Un Téléthon version Monaco qui mobilisera les habitants de la principauté. Même de chez eux, la population est invitée à se mettre au balcon les vendredis 4 et samedi 5 décembre à 19h30 pour l'opération Tous au balcon, une lumière allumée égale une promesse de don. Rendez-vous également au point don et vente d'objets dans la galerie de Carrefour, ainsi qu'au Monaco Bar, place d'Armes, les 4 et 5 décembre. Dans un tout autre domaine, Monaco Interexpo crée sa boutique en ligne. Effectivement, shop.monacoworldexpo.com, une plateforme d'e-commerce proposant des articles collector des différentes participations de Monaco aux expositions universelles et internationales. Un site pensé à la fois pour les visiteurs des précédentes expositions, mais aussi pour les collectionneurs et les admirateurs de la principauté. Le catalogue est très riche, avec des timbres, pins, coupelles en porcelaine, cravates et foulards, avec des articles remontant à l'exposition 1998 à Lisbonne. On termine par une idée sortie pour ce week-end, Frédéric. Dimanche à 17h, ne manquez pas Jazz at the Opéra Garnier Monte-Carlo. 13 des plus grands jazzmen français se rencontrent pour marquer de manière symbolique la 15e édition du Monte Carlo Jazz Festival, avec sur scène, entre autres, Thomas Dutronc, Manu Katché ou encore Charles Pazzi. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Une grosse dégradation est attendue, Émilie, avec un ciel bien couvert. Des orages sont prévus toute la journée, accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre les 65 km/h. Côté température, il fera 7 degrés le matin et 10 l'après-midi. On risque de ne pas le voir, mais le soleil se lèvera à 7h46 pour se coucher à 16h55. Vendredi 4 décembre, nous fêterons les Barbaras. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'information du jour, c'est également la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président français s'est éteint hier des suites du Covid. Dans un communiqué adressé à Emmanuel Macron, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est souvenu avec émotion des relations étroites que Valéry Giscard d'Estaing avait entretenues avec son père, le Prince Régnier III, et de ses visites à Monaco à titre privé ou pour des conférences qu'il donnait en principauté. Valéry Giscard d'Estaing avait 94 ans. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur Monaco Info pour une nouvelle édition où vous pourrez notamment découvrir le dernier portrait de notre série de reportages consacrés aux femmes dans la sûreté publique. À demain sur Monaco Info.